Au Burundi, les évêques de l'Église catholique jugent inopportun le moment choisi pour amender la Constitution. Ceci à 2 semaines d'un référendum très controversé, mais le président Pierre Nkurunziza rassure. Le procès en appel de 2 anciens maires du Rwanda condamnés en 2016 à la prison à vie pour leur participation au génocide des Tutsis a débuté hier à Paris. On en parle également dans cette édition. Et puis en RDC, plus précisément dans le nord-est, plus de 28 000 Congolais, en majorité des femmes et des enfants, ont traversé le lac Albert pour se réfugier en Ouganda depuis l'éruption mi-décembre d'une nouvelle vague de violence. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Et nous démarrons cette édition par le Burundi où les évêques de l'Église catholique jugent inopportun le moment choisi pour amender la Constitution. Ceci à 2 semaines d'un référendum très controversé qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. La conférence des évêques explique sa position par ce qu'elle décrit comme un climat de peur qui règne dans le pays. Les évêques dénoncent également le comportement de certains Burundais qui usent de la violence et abusent de leur autorité qu'ils détiennent pour opprimer la liberté d'expression et d'opinion de leurs adversaires politiques. La campagne officielle pour le référendum constitutionnel du 17 mai prochain a débuté mardi dernier et doit durer 14 jours. Il faut dire que le président burundais Pierre Nkurunziza, qui sillonne certaines localités du pays dans le cadre de ce référendum constitutionnel, a rassuré les populations que le scrutin se déroulera dans la sérénité. On l'écoute. Je voudrais annoncer à tous les Burundais que ce vote du référendum constitutionnel se déroulera sereinement. Dieu en est le principal témoin. Je voudrais également vous annoncer que ce soit un Burundais ou un étranger qui essayerait d'être une entrave à cette élection, il rendra des comptes à Dieu Tout-Puissant. Et d'ailleurs, l'exemple vient d'en haut et se répand partout dans le pays. Prenez donc exemple sur moi, je voterai oui. Le procès en appel de 2 anciens maires du Rwanda condamnés en 2016 à la prison à vie pour leur participation au génocide des Tutsis en avril 1994 a débuté hier mercredi devant les assises de Paris. Octavien Ngenzi et Tito Baharira, qui se sont succédés à la tête de leur localité de l'Est du Rwanda, ont toujours nié leur implication dans les massacres. Les images. Leur condamnation en 2016 à la prison à vie était la plus lourde prononcée en France en relation avec les massacres de 1994 au Rwanda. Le procès en appel d'Octavien Ngenzi et Tito Baharira, 2 anciens maires rwandais, poursuivis pour leur participation au génocide des Tutsis dans leur village de Kabarondo en avril 1994, s'est ouverte mercredi devant les assises de Paris. Dans cette même salle d'audience, ils avaient été jugés en 2016, coupables de crimes contre l'humanité et génocide. Échapperont-ils cette fois à la prison à vie? C'est l'enjeu majeur de ce second procès qui se tient 24 ans après les faits. Oui, en réalité, c'est un procès qui recommence à zéro, puisque ce sont de nouveaux jurés, de nouveaux magistrats. En fait, nous, on n'a qu'une attente, c'est que le verdict de première instance soit confirmé dans 2 mois à la fin du procès. On ne comprendrait pas qu'on prononce un verdict différent. De cet appel, on espère de la justice française qu'elle soit indépendante, qu'elle reste indépendante dans ce sens, et qu'elle regarde réellement ce qu'a été mon père, ce qu'a fait mon père dans le cadre de la guerre et du génocide qu'il y a eu, et non pas le flou qu'on vient mettre tout autour de ces procès qui sont éminemment politiques, parce que mon père n'a rien fait. Quoi qu'il cherche, ils trouveront rien parce que mon père n'a rien fait, et ce n'est que politique. Et j'insiste sur ça. Comme en 2016, les débats seront filmés pour l'histoire. Des dizaines de témoins seront entendus, venus du Rwanda ou en visioconférence. Au total, 34 victimes ou associations se sont constituées partie civile pour ce procès.
Les débats sont prévus jusqu'au 6 juillet prochain. Le processus électoral suit son cours en République démocratique du Congo où l'Assemblée a adopté la loi sur la répartition des sièges, une étape qui ne rassure pas pour autant. Un collectif catholique a annoncé mardi la fin de sa trêve en dénonçant l'incertitude qui pèse sur les élections. Les détails. L'Assemblée nationale a adopté la loi qui doit être promulguée d'ici au 8 mai par le président Joseph Kabila, ont rapporté mardi plusieurs médias congolais. La loi doit encore entre-temps être examinée par le Sénat. Il s'agit d'une autre date importante du calendrier électoral qui doit déboucher sur des élections présidentielles, législatives et provinciales le 23 décembre pour le départ du président Kabila. Son deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Quelques 40 287 387 électeurs ont été enregistrés et inscrits par la commission électorale CENI pour élire un nouveau président et 500 députés nationaux. Lors des débats, un député a affirmé que le recensement des Congolais de l'étranger pourrait retarder les élections. Pour sa part, le collectif laïque de coordination CLC, proche de l'Église catholique, a annoncé des préparatifs pour des actions pacifiques d'envergure, demandant aux Congolais d'être prêts à affronter le pire pour arracher le meilleur. Le CLC a organisé depuis le 31 décembre 3 marches demandant au président Kabila de s'engager publiquement à quitter le pouvoir. Interdit, ces 3 marches ont été réprimées dans le sang avec une quinzaine de morts. Le CLC, qui avait annoncé fin mars une trêve de ses actions, dénonce l'incertitude du calendrier électoral, accusant la CENI de gaspiller son temps, ses moyens et son énergie à l'approche des autres échéances du calendrier, notamment le dépôt des candidatures à la présidentielle à compter du 25 juillet. Le CLC dénonce l'absence de mesures de décrispation politique, la partialité de la CENI et l'instrumentalisation de la Cour constitutionnelle. De mes 2 mandats, je ne serai pas candidat prochainement. Restons en République démocratique du Congo, plus précisément dans le nord-est, où plus de 28 000 Congolais, en majorité des femmes et des enfants, ont traversé le lac Albert pour se réfugier en Ouganda depuis l'éruption mi-décembre d'une nouvelle vague de violence entre les communautés des Emma et Landou en Ituri. Ces dernières semaines, une flotte d'embarcations de pêcheurs ont transporté ces personnes traumatisées par les violences. Reportage. Des réfugiés congolais épuisés, des femmes et des enfants pour la plupart. Ils viennent tout juste de traverser le lac Albert, un dangereux périple de 10 heures, pour fuir les violences dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Imani Prissa est arrivée il y a quelques jours avec ses 3 enfants. Elle aussi a dû partir à cause du conflit entre les communautés Emma et Lendu. Quand les Lendus sont arrivés dans notre village, ils étaient déguisés en footballeurs. Quand ils sont arrivés, nous les avons accueillis sur le terrain. Et d'un coup, ils ont commencé à tirer et brûler des maisons. Après, nous nous sommes enfuis. Une fois en Ouganda, les réfugiés sont transférés dans un centre d'accueil où ils reçoivent leur premier repas depuis des jours. Plus de 3000 repas composés de maïs et de fèves sont distribués quotidiennement. Parmi les réfugiés, Marie Edouzi, à 61 ans, elle a réussi à fuir les violences, mais elle laisse derrière elle 2 sœurs et 6 enfants. Je suis toute seule et je n'ai pas de mari. J'étais avec mes enfants, mais ils sont restés coincés de l'autre côté. L'Ouganda accueille près de 1,4 million de réfugiés. La plupart viennent du Soudan du Sud, mais environ un quart d'entre eux sont congolais. Et la traversée du lac est de plus en plus dangereuse. Nous avons encore des milices sur le terrain et certaines milices empêchent les réfugiés de traverser le lac. Il y a donc encore beaucoup de personnes déplacées dans les villages de l'autre côté du lac. Depuis le mois de décembre et la nouvelle flambée de violence en République démocratique du Congo, plus de 27 000 Congolais ont traversé le lac pour fuir le pays. Au moins 12 personnes ont été tuées et 7 blessées hier dans un attentat suicide contre le siège de la Haute Commission électorale libyenne à Tripoli. Une attaque meurtrière qui a été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Plus de détails à travers ces images.
4 individus armés ont attaqué le bâtiment de la Haute Commission électorale libyenne, HNEC, dans la matinée, selon Mohamed Al-Damia, un haut responsable de sécurité à Tripoli. Ils ont abattu les gardes avant de tirer sur les personnes présentes sur les lieux, a-t-il ajouté. Au moins 2 assaillants ont ensuite fait détonner leurs charges explosives à l'arrivée des forces de sécurité, a-t-il ajouté, précisant que le siège de la HNEC avait pris feu et été gravement endommagé. L'attaque a fait au moins 12 morts et 7 blessés, a indiqué le ministère de la Santé dans un nouveau bilan. Selon des témoins, des tirs ainsi qu'au moins 2 explosions ont été entendus aux abords de la HNEC. Un périmètre de sécurité a été installé autour des lieux, empêchant les journalistes et badauds de s'approcher. Dans un communiqué, le gouvernement d'Union nationale, GNA, a dénoncé une attaque terroriste. Cette attaque lâche n'empêchera pas le GNA de continuer à apporter son soutien à la HNEC, a indiqué le cabinet de Fayez Al-Sarraj, affirmant son engagement à respecter le processus démocratique pour la tenue des élections afin de mener la Libye à bon port. La mission de l'ONU en Libye, MANUL, a également condamné l'attentat avec la plus grande fermeté. De telles attaques terroristes ne dissuaderont pas les Libyens d'avancer dans le processus de consolidation de l'unité nationale et de construction de l'état de droit et des institutions, a ajouté la MANUL sur son compte Twitter, appelant les autorités libyennes à poursuivre et traduire les auteurs de l'attaque en justice le plus rapidement possible. La communauté internationale presse les autorités du pays de tenir des élections en 2018, espérant le rétablissement de l'ordre dans ce riche pays pétrolier. Mais aucune date pour ces élections n'a été encore fixée, alors que leur tenue doit être précédée par un référendum sur un projet de constitution et la rédaction d'une loi électorale. En attendant, 2,4 millions d'électeurs ont été enregistrés par la HNEC sur une population de 6 millions. Le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran, accusé d'avoir facilité la livraison d'armes au Front Polisario par l'intermédiaire de son allié du Hezbollah libanais. Et c'est ce qu'a annoncé le ministre marocain des Affaires étrangères. Les images. Lors d'une conférence de presse à Rabat, Nasser Bourita a précisé que cette décision n'avait rien à voir avec les développements au Moyen-Orient, en référence aux tensions actuelles entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite qui soutiennent des camps opposés dans de nombreux conflits régionaux. Une première livraison d'armes a été récemment fournie au Polisario, le mouvement indépendantiste sahraoui soutenu par l'Algérie via un élément à l'ambassade iranienne à Alger, a indiqué Nasser Bourita. Le Maroc dispose de preuves irréfutables, de noms identifiés et de faits précis qui corroborent cette connivence entre le Polisario et le Hezbollah contre les intérêts suprêmes du royaume, a affirmé le chef de la diplomatie marocaine. L'ambassadeur du Maroc à Téhéran a quitté mardi l'Iran et je vais demander au chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran de quitter le royaume sans délai, a-t-il ajouté. Le ministre s'exprimait à son retour d'Iran où il dit avoir informé son homologue iranien Mohamed Javad Zarif de la décision du Maroc. Mais Téhéran a démenti fermement les accusations du Maroc. Rival régional de l'Iran, l'Arabie saoudite a affirmé de son côté se tenir aux côtés du royaume chérifien, tandis que responsable du Front Polisario a lui aussi rejeté catégoriquement les accusations de Rabat. Le ministère des Affaires étrangères iranien a dénoncé dans un communiqué un prétexte à une rupture diplomatique. Mise en cause, le Hezbollah libanais, mouvement chiite armé soutenu par l'Iran, a pour sa part rejeté dès mardi les accusations et imputé la décision marocaine à des pressions des États-Unis, d'Israël et de l'Arabie saoudite, 3 pays hostiles à l'Iran. Mercredi, un responsable du Front Polisario a, à son tour, fustigé des accusations infondées pour lesquelles le Maroc n'a apporté aucune preuve. Étendue désertique de 266 000 km², le Sahara occidental, seul territoire du continent africain dont le statut post-colonial n'est pas réglé, est revendiqué par le Maroc qui en contrôle la majeure partie et par le Front Polisario qui réclame un référendum d'autodétermination. Le Maroc rejette toute solution autre qu'une autonomie sous sa souveraineté. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.